La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Bonsoir, merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche soir, journal XXL, donc grand format. Le journal du dimanche soir, de 19h à 21h. Votre rendez-vous encore plus large, des sujets tout aussi fouillés avec plus de décryptage, plus d'analyse politique. Et quand on voit les messages qui sont diffusés lors des manifestations, il y a eu des discours franchement anti-impérialistes. À la tête d'une nation, aujourd'hui comme le Burkina Faso, une nation en guerre, on a besoin d'un leader. Mais si elle a des possibilités d'influencer la CEDEAO, elle le fera naturellement. Éducation, santé, sport, tout est abordé avec reportages et invités. En dépit de ce qui est affiché, qu'il y a quand même de la peur. J'ai jamais vu ça, mais c'était un blocus total. Il n'y a personne qui parlait, il n'y a rien qui avait fuité. Le JDS, tous les dimanches, de 19h à 21h, avec Geoffroy Vaha. Tweet TV, la télé interactive. La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Deuxième rendez-vous de la semaine et nous sommes mardi 17 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour le Déj Matinal Info, l'information juste à la bonne heure qu'il vous faut pour faire le plein de l'actualité. Le Déj Matinal Info, c'est maintenant avec le retour sur l'actualité. Le retour sur l'actualité de ce deuxième numéro sera marqué par l'inauguration de la deuxième usine de transformation de tomates du Burkina Faso. Après celle de Bobo-Dioulasso, c'est la ville de Yako qui accueille cette fois-ci l'usine Sofato et c'est le président du Faso qui a lui-même inauguré cette usine. C'est un coût global d'investissement qui s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Restez avec nous, vous aurez tous les détails. Et du sport, il y en aura dans ce Déj Info avec la 4e édition de la Coupe des ambassades qui a débuté le week-end dernier. Ils sont au total 13 équipes des représentations diplomatiques à participer à cette compétition. Retour sur le match d'ouverture qui a mis aux prises l'Égypte et le Maroc dans un instant. Enfin, l'invité du jour sera le docteur Olopepe Ien. Il est sociopolitologue et chercheur au CNRST. Avec lui, nous parlerons du retrait de la CEDEAO par les pays de l'AES acté par les dirigeants ouest-africains. C'était là les principaux titres et nous prenons la direction de Yako dans la région du Nord qui abrite désormais la deuxième usine de transformation de tomates du pays après celle de Bobo-Dioulasso. C'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a procédé à l'inauguration de cette usine dont l'investissement est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA sur fond de la société coopérative avec le conseil d'administration Bâti l'avenir et appuyé par les fonds de l'actionnariat populaire. Alexis Wenkouni et Belem Naba de retour de Yako. Après 6 ans de doute, mais aussi d'espoir, voilà ainsi un rêve qui se concrétise. Sofato, la société Faso Tomate, basée à Yako dans le Nord, livre déjà ses premières boîtes de concentré de tomates, équipées de matériel à la pointe de la technologie pour offrir au peuple burkinabé des pâtes de tomates de qualité. Elle a une capacité de production de 100 tonnes par jour, d'un coût de réalisation de plus de 5 milliards 650 millions de francs CFA. Sofato a été exécuté sur les fonds de la société coopérative avec conseil d'administration Bâtir l'avenir, appuyé par les fonds de l'actionnariat populaire. C'est le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, accompagné par le président de l'ALT ainsi que des membres du gouvernement qui ont procédé à l'inauguration de ce joyau.
nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. Cette usine va contribuer au développement du secteur industriel burkinabé et agricole compétitif à forte valeur ajoutée. Elle vise à accroître et absorber la majorité de la production locale de tomates pour une transformation interne au Burkina Faso. Dès son opérationnalisation, elle va générer plus de 2500 emplois directs et indirects. Pour le chef de l'État, ce soutien est une confiance placée aux porteurs du projet. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. Et donc, voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part. Et en prenant part, donc, je pense que nous participons donc à l'administration de l'usine et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement et que tous ceux qui ont cru en ce projet puissent rentrer donc, dans leurs droits et que ça puisse profiter donc aux populations de Yako et tous les barrages à l'autre côté. Pour le président du conseil d'administration de cette société, à travers ce projet, c'est un symbole de résilience, mais aussi celui de la souveraineté nationale. Depuis 6 ans, nous sommes sur ce combat-là pour tracer le chemin de l'entrepreneuriat communautaire, afin que le Burkina puisse être souverain. Aujourd'hui, nous avons tous assisté à l'inauguration de cette usine-là, et pour nous, c'est un symbole de souveraineté. Également, c'est un symbole fort vis-à-vis de la jeunesse de ne pas abandonner. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut persévérer, il faut être résilient. Tôt ou tard, on verra le bout du tunnel. Cette usine est bâtie sur une superficie d'1 hectare. Avec l'inauguration de cette nouvelle usine, elle vient compléter à 2 le nombre de sociétés de production de concentré de tomates propres au Burkina Faso. La mise sur le marché de cette production est prévue pour janvier 2025. Retour à Ouagadougou où les membres du réseau des OSC intervenant dans les finances publiques sous le lead du CRFP, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, a procédé à la présentation d'une analyse citoyenne de la loi de finances initiale 2025 du Burkina. Cette analyse indépendante a pour objectif de faire des propositions qui pourront guider les décisions des premières autorités. On fait le point avec Amadou Bourema. Le projet de finances 2025 prévoit des recettes s'élevant à 3 129,8 milliards de francs CFA et 3 593,9 milliards de francs CFA de dépenses. Cela représente donc un besoin de financement de 464,1 milliards, soit 3,2% du PIB. Un déficit budgétaire assez raisonnable selon l'analyse du ROSC-FP, le réseau des OSC intervenant sur les finances publiques. Ce chiffre s'explique par les nombreuses initiatives prônées par l'État burkinabé pour autofinancer ces projets. Ce choix stratégique permet au pays de se départir de certaines aides, soutient Herman Douagno, secrétaire exécutif du CERA-FP. Au-delà même de cet effort que le gouvernement a eu à faire pour contenir le déficit, au regard donc des difficultés que vit le pays, on pourrait même appeler à un accroissement de ce déficit. Et je vais profiter de rebondir sur justement les économies que le chef de l'État a eu à faire à travers donc son arbitrage de 60,98 milliards. On aurait en tout cas voulu que ce montant-là soit réinjecté, voilà, pour soutenir des investissements structurants ou même pour développer par exemple les capacités opérationnelles, voilà, de l'armée. Dans cette analyse citoyenne, il ressort également que certains secteurs bénéficient des ressources jugées acceptables, tandis que d'autres ont des taux en dessous des engagements pris par l'État. La sécurité est le secteur le mieux doté en ressources financières pour 2025, ce qui traduit la volonté des autorités à accentuer la lutte contre le terrorisme. Cependant, malgré l'offensive agro-silvo-pastorale souhaitée par le président du Faso, le budget alloué au département chargé de l'agriculture reste en deçà de l'engagement ratifié par le Burkina Faso. En ce qui concerne le secteur agro-silvo-pastoral, il bénéficie de 157,115 milliards de francs CFA, soit 4% du budget 2025 de l'État. Le ratio budgétaire de ce secteur est donc largement en deçà de l'engagement de 10% de Maputo ratifié par l'État burkinabé en 2003.
Quant au secteur de la protection sociale, l'analyse révèle que l'ensemble des mesures de protection sociale représenteront 74 milliards de francs CFA, soit 1,91% des dépenses totales. Cette part budgétaire est très faible et ne permettra pas au gouvernement de fournir de façon conséquente des services ou mesures d'assistance sociale aux populations. Face à cette situation, le réseau des OSC intervenant sur les finances publiques invite le gouvernement à poursuivre les efforts des régies de recettes pour une mobilisation optimale des ressources. Pour ce faire, elle invite l'exécutif à prendre des mesures fortes. D'intégrer la possibilité pour le contribuable rural de payer en nature, céréales ou animaux, l'imposition des agences immobilières qui gèrent souvent des baux locatifs pour les particuliers. Le retrait de l'exonération des cimenteries de la taxe spécifique sur le ciment destiné à l'exportation. L'État ne peut pas se permettre de perdre de l'argent pour que les entreprises soient compétitives à l'extérieur. La rationalisation des ateliers ou missions pour autoriser les ateliers et les missions qui méritent effectivement des déplacements. Si l'objet de la mission est une tâche régalienne donc des agents, la mission ne devrait pas être autorisée. Par exemple, écriture de TDR, amendement de documents, traitement de dossiers administratifs. Selon Herman Douagneau, l'analyse des grandes composantes des dépenses indique que les dépenses courantes représentent 66,44% des dépenses totales de l'État en 2025, tandis que seulement 33,55% des dépenses seront consacrées aux investissements. Toute chose qui limite les capacités de l'État à financer les investissements sur ressources propres. Ce 16 décembre 2024, l'École nationale des régies financières a officiellement accueilli ses nouveaux stagiaires non nationaux au nombre de 138. Ces stagiaires des pays partenaires, à savoir le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, la Guinée-Conakry et bien d'autres pays ont été installés au sein de l'école pour une formation de 2 ans sur les finances publiques. La cérémonie d'accueil a été présidée par le ministre chargé de l'économie, représenté par son secrétaire général Abdoul Rachid Soulama. Dorothée Bambara. Venus de divers horizons, ces 138 stagiaires non nationaux sont officiellement accueillis pour leur formation à l'École nationale des régies financières ENAREF. Ces partenaires sont convaincus de la qualité de formation et de la pertinence des savoirs et expériences administrés dans cette école. L'accueil de ces nouveaux stagiaires témoigne de l'importance du brassage culturel et de la coopération au sein de l'ENAREF. Cette présente cérémonie illustre la mission principale de l'école, à savoir le renforcement des relations entre les différentes nations, a laissé entendre le directeur général de l'ENAREF, Barthélémy Dabré. Il invite donc ces stagiaires à profiter de leur formation et à s'imprégner des valeurs fondamentales de l'institution. Au cours de la cérémonie, nous avons invité à intégrer la dynamique de l'école. Nous avons un règlement intérieur. Nous souhaitons bien sûr que ça en phase avec ce règlement intérieur. Et comme nous disons ici au Burkina, nous formons des techniciens, mais nous voulons surtout des hommes qui intègrent des qualités, notamment l'intégrité, qui est la valeur première que nous allons promouvoir ici, l'excellence, toute la rigueur qu'il faut pour former des hommes qui vont servir de façon adéquate leur pays. Pour le représentant du ministre de l'économie et des finances, Abdoul Rachid Soulama, cette installation marque le début d'une aventure extraordinaire dans la formation professionnelle en matière de finances publiques. À l'en croire, cette insertion au sein de l'ENAREF est une opportunité pour ces derniers de développer des compétences et de réaliser des projets. Profitez pleinement de cette richesse pour apprendre des autres, pour échanger, pour collaborer, pour co-créer et co-construire un nouvel avenir pour vos pays respectifs. Je vous exhorte à adopter une attitude audacieuse et proactive face aux opportunités qui se présenteront à vous. Saisissez chaque occasion pour approfondir vos connaissances et pour acquérir de nouvelles compétences. Recrutés par concours ou par désignation directe pour certains professionnels, ces nouveaux stagiaires ont traduit leur gratitude et reconnaissance à l'ensemble du personnel de cette école. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté qui anime ces ressortissants gabonais. Il faut savoir que pour notre communauté gabonaise, nous sommes la première promotion depuis, je pense, 2012 ou 2014 à ne pas avoir eu accès à l'ENAREF. Donc c'est vraiment un renouveau pour le Gabon de pouvoir revenir à l'ENAREF. C'est une fierté pour notre nation
de pouvoir avoir 66 participants de la République gabonaise et 138 en tout de nationalités différentes qui sont pour cette promotion 2024-2026 ici à l'ENAREF. Donc nous avons un sentiment de fierté. Cette première édition d'accueil des nouveaux stagiaires non nationaux de l'ENAREF se tient sous le thème ENAREF, institution de formation professionnelle en finances publiques au service de l'intégration des États africains. Ils sont originaires de plusieurs pays à savoir la Centrafrique, le Tchad, la Guinée-Conakry, le Gabon et bien d'autres. Pour la troisième fois consécutive, le rendez-vous dénommé Parlons-nous entre femmes a tenu toutes ses promesses dans la capitale burkinabé. C'est une initiative de l'association Lumière de Vie et OFIR qui a pour objectif l'éveil des femmes résilientes et éco-responsables. Sachez que l'une des principales innovations de cette troisième édition est l'inclusion du volet environnement dans les réflexions. Serge Bassoulé. Réveille la lionne qui sommeille en toi, ton pays a besoin de toi. C'est sous ce thème que ces femmes venues de divers contrées du pays prennent part à la troisième édition du rendez-vous annuel Parlons-nous entre femmes. Il s'agit d'un cadre idéal pour des partages d'expériences, des communications sur l'entrepreneuriat féminin et la réflexion sur la levée des barrières qui freinent l'avancée des femmes. À travers cette initiative, l'association Lumière de Vie et OFIR veulent éveiller davantage le caractère résilient et aussi celui de l'éco-responsabilité des femmes, surtout dans le contexte sécuritaire que le pays traverse, selon Noura Kafando, coordonnatrice de Lumière de Vie. Réveille la lionne qui sommeille en toi, c'est choisir de s'élever, c'est choisir de se lever avec grâce, avec féminité, mais avec force pour bâtir notre faso. Bâtir un faso meilleur, c'est penser aussi à ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Un environnement dans quel état? Cette année, nous voulons marquer le temps pour éveiller des femmes résilientes et éco-responsables que nous sommes, pour ériger une armée des forces de défense de l'environnement. Les femmes sont des actrices incontournables du changement. Et c'est précisément ce que cette conférence veut rappeler. Nous sommes des lionnes, les lionnes du Faso, prêtes à rugir pour transformer. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrault, co-patron de la cérémonie, ici représenté par son secrétaire général, a salué l'initiative de l'association Lumière de Vie et de la pertinence du thème de la présente édition. Pour lui, la contribution des femmes dans le domaine de l'environnement doit être mise en valeur au regard du rôle important qu'elles jouent. Le Burkina Faso traverse des défis complexes, sécuritaires, environnementaux, économiques et sociaux. Pourtant, l'histoire nous montre que dans les moments d'adversité, les femmes ont toujours été des piliers inébranlables, capables de bâtir, d'unir et de transformer. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de vos talents, de votre résilience et de votre leadership. La tenue de la troisième édition de Parlons-nous entre femmes, où des attestations de reconnaissance et des trophées ont été remis à des personnes physiques et morales, est appréciée de façon positive par les participantes. Recevoir un prix de reconnaissance, c'est une satisfaction morale et un appel à persévérer pour l'impact de nos communautés. Donc c'est le lieu pour nous de dire merci et de traduire toute notre reconnaissance à Madame Kafando et son équipe à travers son association pour l'honneur qui nous a été offert ce matin de participer à cette importante rencontre entre nous femmes pour échanger sur les problèmes liés aux femmes. Le message à l'endroit des organisateurs, c'est déjà les remercier pour l'opportunité, le cadre d'échange entre les femmes, également de les encourager à aller de l'avant et à nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de réveiller la lionne qui sommeille en nous. L'association Lumière de Vie a pour slogan « Vivre debout pour que ma vie compte ». Sa principale mission est de susciter une jeunesse et des femmes déterminées qui s'approprient leur réussite personnelle pour contribuer au destin d'abondance de l'Afrique. Rendez-vous est désormais pris pour 2025 pour la 4e édition de Parlons-nous entre femmes.
En cinéma, le réalisateur Armel Ounoun vient de signer une nouvelle série télévisée, Face cachée. C'est le nom de la série dont l'avant-première a été présentée samedi dernier. Il s'agit d'une série qui retrace l'histoire de deux frères jumeaux, l'un policier et l'autre terroriste. Le réalisateur met en lumière les sacrifices des forces de défense et de sécurité ainsi que les efforts de la police nationale dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Tobom Fabrice Tabiré. Face cachée, c'est le titre de la série que les téléspectateurs pourront voir très bientôt sur leur petit écran. Le réalisateur s'est inspiré du phénomène terroriste, particulièrement de l'insécurité au Burkina Faso. Aboubakar Compaoré, le représentant du ministre de la Sécurité à cette avant-première de Face cachée, estime que cette série constitue une autre façon d'appréhender le terrorisme ou le banditisme au pays des hommes intègres. Ainsi, peut-on le constater, les complicités et trahisons des acteurs du terrorisme sont mises à nu dans Face cachée. Face cachée, c'est l'histoire de deux frères jumeaux. L'un qui est un haut gradé de la police et l'autre frère jumeau a malheureusement sombré dans le terrorisme. Et le jour où le gradé de la police devait recevoir ses galons, il s'est trouvé qu'il y a eu l'attaque et il a perdu toute sa famille. Et c'est plus tard qu'il saura que celui qui est derrière ces attaques est autre que son frère jumeau. C'est par le biais du terroriste qu'on a arrêté. Après il va nous passer les infos et tout, et voilà, nous avons découvert qu'en réalité c'est mon frère jumeau qui était derrière tout ce coup. Et je l'ai appelé et il ne s'est pas gêné de me dire que nous avons du pain sur la planche. Donc c'est vraiment amener ces FDS à s'armer de courage et tout, parce que le terrorisme c'est vraiment un fléau qu'on ne peut pas comprendre. Pour le réalisateur de la série Face cachée, l'initiative était de magnifier les FDS et d'opposer un refus au terrorisme et à l'extrémisme violent. À travers cette série, c'était de montrer aux yeux du monde entier le terrorisme sous toutes ses formes, de dire non au terrorisme et aussi de dire merci aux forces de sécurité qui jour et nuit se battent pour que le Burkina connaisse la paix. Canal Plus Burkina se présente comme le futur diffuseur de la série Face cachée. Korotoum Sanou, chargé de communication de cette entreprise, apprécie le jeu d'acteurs dans la série Face cachée et surtout le clin d'œil fait au FDS. On pourra éventuellement pousser cette série-là pour que tout le monde entier puisse voir comment se présente aujourd'hui la situation du terrorisme, notamment au Burkina, et les solutions qu'il va notamment proposer et surtout le scénario de mise en valeur de tous ces VDP qui sont sur le terrain, qui se battent jour et nuit pour nous aider à vivre au quotidien. Les cinéphiles eux aussi saluent l'hommage fait aux forces de défense et de sécurité dans la série Face cachée. Du reste, ils apprécient positivement cette série. C'est très rare de voir une série purement policière au Burkina Faso. Et j'ai vraiment apprécié parce que c'est une série qui met en lumière les FDS, met en lumière la police nationale, telles que ces unités qui sont engagées au combat, ces unités d'antiterroristes. C'est un film qui retrace l'histoire du pays et nous espérons que ce phénomène va passer un de ces jours et donc le film permettra, je dirais, aux générations futures aussi de savoir ce qu'a vécu le pays. Face cachée est attendue très prochainement sur les écrans de télévision. La première saison de cette série compte 28 épisodes au total. La série a été réalisée avec un soutien logistique de la police nationale. Du sport, pour clore ce retour sur l'actualité avec le ministère des Sports qui a lancé samedi dernier la 4e édition de la Coupe des ambassadeurs. Au total, 13 équipes des différentes représentations diplomatiques accréditées au Burkina participeront à cette compétition. On fait le point avec Yacine Sawadgo. C'est parti pour la 4e édition de la Coupe des ambassades, ici lancée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi.
C'est une messe sportive organisée par le département des sports, de la jeunesse et de l'emploi qui s'étend sur une semaine. Le match d'ouverture a mis aux prises le Maroc à l'Égypte. Avant le jeu, les hymnes et les salutations d'usage. Ce sont les Marocains qui donnent le coup d'envoi, mais les Égyptiens, eux, se montrent tout de suite dangereux en ouvrant le score. Ils seront rattrapés l'instant après par les Marocains. Ils seront même dépassés et largement. Score final, 7 buts à 1 pour le Maroc. Selon le directeur des cabinets représentant le ministre des Sports, l'organisation de cette Coupe des ambassades montre que le Burkina Faso a des amis et est également fréquentable. Bien entendu, les représentations diplomatiques sont sorties nombreuses à travers donc les différents personnels qui sont affectés dans ces différentes ambassades et à travers donc la contribution de notre ministère en charge des affaires étrangères qui présente une équipe au nord du Burkina Faso. J'espère qu'elle va gagner, même si elle ne gagne pas. En tout cas, je pense que toutes les équipes auront gagné. Mais à travers cette initiative, à travers la Coupe des ambassades, le ministère entend, dérouler une de ses priorités qui est la pratique du sport. C'est le signe que justement le Burkina Faso reste un pays fréquentable, un pays qui a encore des amis, un pays qui a encore des partenaires. Et c'est pourquoi, au nom de monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, nous sommes venus ici procéder au lancement de cette 4e édition. Une compétition saluée par les représentations diplomatiques accréditées au Burkina Faso. Ils sont tellement contents des autorités et puis les organisateurs. C'est quelque chose que c'est son première fois au Burkina Faso. Il a entendu parler de tout ça il y a longtemps, mais il est tellement content de ce qu'il a vu. On a inscrit le premier but et c'était pas facile pour nous. On ne peut pas dire que nous aussi on n'a pas fait quelque chose. On a fait de notre mieux, mais il pense que prochainement on va faire mieux que ça parce qu'il y a beaucoup de nos joueurs qui ne sont pas là. 13 équipes des représentations diplomatiques participent à cette compétition. 4 équipes dont le Maroc, l'Égypte, le Ghana et le Sénégal composent la poule A. Dans la poule B, on retrouve la Chine, l'Iran et bien sûr le Burkina Faso. Le groupe C est composé de la Tunisie, du Mali et de la Côte d'Ivoire, tandis que dans le groupe D, l'Algérie, le Liban et la Libye sont aux prises. Démarré le 14, la finale est attendue le 21 décembre prochain. Le DEJ Info se poursuit avec la revue de presse. Au niveau de l'Observateur Palga, la une du jour est marquée par inauguration société Faso Tomate Sofato à Yako, une réalité grâce à la vision souverainiste du président du Faso. Également à la une de l'Observateur Palga, procès présumé détournement à l'action humanitaire. L'argent a servi à acquérir des biens immobiliers et bouffer du WAC, dixit Amidou Teyan. Au niveau cette fois-ci du journal Le Quotidien, la une du jour est marquée par libre circulation des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace AES. Des Burkinabés saluent la décision des chefs d'État. Et toujours à la une du journal Le Quotidien, procès de détournement de fonds. Amidou Teyan a utilisé une partie de l'argent pour jouer au PMUB et bouffer le WAC. On termine avec le journal Aujourd'hui au Faso, dont la une du jour est marquée par usine de transformation de tomates de Pogunyoko à Yako et de 2 pour les industries agroalimentaires. Également à la une du journal Aujourd'hui au Faso, CEDEAO, un tribunal spécial pour l'ex-Ubu de Gambie. Et pour terminer, toujours avec Aujourd'hui au Faso, zone CEMAC, pas de dévaluation du franc CFA en vue, mais il y a le feu. Poursuivons à présent le DEJ matinal info avec l'invité du jour.
Le docteur Olopépin Yen, sociopolitologue et chercheur au CNRST, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du retrait de la CEDEAO par les pays de l'AES, acté bien sûr par les dirigeants ouest-africains. Bonjour et bienvenue, docteur Olopépin. Bonjour. Alors, première question déjà, vous avez certainement suivi cette rencontre qui s'est tenue au niveau de Abuja entre les chefs d'État de la CEDEAO au titre des conclusions. On le sait, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé d'acter le départ des pays de l'AES pour compter du 29 janvier prochain. Quelle est votre lecture? Bon, moi je pense que c'est dans le cheminement normal des choses. Dès lors que les États de l'AES déjà ont décidé de quitter la CEDEAO avec effet immédiat, voilà, ça dit sans préavis. Et donc, je pense que selon les principes de la CEDEAO, ces chefs d'État, ou du moins ces trois pays, avaient une année pour pouvoir se retirer définitivement. Et la CEDEAO vient de prendre acte. Voilà, puisque c'est le 29 janvier, normalement, que le délai finissait, voilà, que le délai doit finir. Donc la CEDEAO a pris acte et en même temps a décidé donc d'engager un dialogue avec ces trois États-là, dans le but de les ramener toujours au niveau de la communauté. Voilà. Donc c'est une information qui est survenue comme ça suite à la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Voilà. Donc on ne peut prendre qu'acte et voir donc la suite des événements. Alors vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est une décision qui est actée à la suite justement de l'autre décision de retrait de ces pays de la CEDEAO, et il y avait eu une expulsion, c'était sorti avec effet immédiat, mais on s'est rendu compte au fil du temps qu'on était tenu justement par ce délai d'une année. Oui, mais je pense que les États de l'AES, à travers la dernière rencontre des ministres des Affaires étrangères à Niamey, ont réaffirmé le maintien donc de la sortie de la CEDEAO. Voilà. Donc à ce niveau, je pense que lorsque la décision avait été prise, c'était sans condition et avec effet immédiat. Finalement, donc c'est pour dire que, en tout cas, en ce qui concerne les États de l'AES, ils ne se considèrent plus membres de la communauté. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais bon, la CEDEAO qui a initié donc pour parler des négociations, d'abord avec Diomaye Faye, qui en personne s'était auto-saisi dès le début donc, de son accession au pouvoir, et a fait le tour donc, de ces États-là en vue donc, de négocier le retour à la communauté, à la CEDEAO. Donc du coup, entre la volonté des trois États du Sahel de quitter la CEDEAO, et ici, la procédure que la CEDEAO doit suivre, ça fait deux choses. Voilà. Donc, la CEDEAO est tenue au respect des textes et de certaines procédures. Ce qui veut dire que les États ont une année pour acter définitivement les sorties. Et donc, la CEDEAO vient donc de prendre acte de les décisions. Voilà. Mais cela ne met pas fin aux négociations, puisque la CEDEAO a prorogé le délai donc de comment on peut dire ça. On va justement parler de cela tout à l'heure, mais déjà sur le plan politique, quelles peuvent être les conséquences à partir du 29 janvier prochain, les conséquences politiques? Bon, les conséquences politiques, puisque je ne vois pas encore les conséquences politiques immédiates, dans la mesure où, pour ce qui est de la CEDEAO, elle proroge donc le délai donc de sortie là jusqu'au 29 juillet, donc 6 mois. Voilà, le temps donc de renouer le dialogue avec ces trois États, dans l'espoir qu'à l'issue de ce dialogue là, les États du Sahel donc vont se résoudre à rejoindre la communauté. Voilà. Mais cela n'empêche pas la CEDEAO en même temps d'engager ici la procédure que la situation impose. Voilà, à savoir que dans ces conditions, il y a donc tout un protocole qu'il faut mettre en œuvre pour au finish donc acter définitivement la sortie de ces trois États. Donc c'est une action simultanée
en même temps que la CEDEAO engage la procédure, et elle reste aussi ouverte aux négociations. Comme elle-même l'a dit, les portes de la CEDEAO sont ouvertes. Et elle souhaite que les 3 États puissent revoir leurs positions et retourner à la communauté, parce que la CEDEAO donc a pris conscience de ses insuffisances, et je pense que dans leurs propos, il ressort quelque part que des réformes seront faites pour améliorer donc le bon fonctionnement de la communauté. Alors, lorsque j'ai posé la question tout à l'heure par rapport aux conséquences politiques à partir de cette date du 29 janvier 2025, vous avez dit que vous n'entrevoyez pas des conséquences déjà, étant donné qu'il y a une prorogation jusqu'en juillet prochain. Et justement, c'est là où beaucoup se posent la question. La CEDEAO dit acter le départ de ces pays, de son organisation, et en même temps, elle prolonge une transition de 6 mois. Et pour vous, les conséquences doivent aller après cette période de transition. Oui, comment ça s'explique? Oui, parce que quand la CEDEAO... On se dit que déjà à partir du 29 janvier, les conséquences au plan politique, on peut l'analyser. Est-ce à dire que la sortie définitive en tant que telle, pour qu'on ne parle plus de la CEDEAO, il faudrait attendre les 6 mois prévus? Oui, il faut attendre les 6 mois prévus, puisque la rupture n'est pas encore consommée. Au niveau de la CEDEAO. Donc, du coup, quand la CEDEAO dit prendre acte, c'est une position de principe. C'est une position de principe, parce que chaque État est libre à un moment donné de rester dans la communauté ou donc de sortir. Donc dès lors que les 3 États ont décidé donc de se retirer, la CEDEAO a pris officiellement acte de leur décision de se retirer. Néanmoins, elle décide d'engager un dialogue avec ces 3 États, et dans le but donc de les faire revenir à la communauté. Et pour ce faire, la CEDEAO donc a prorogé donc le délai de retrait qui était du 29 janvier, de 6 mois, qui tombe maintenant sur le 29 juillet, avec l'espoir que durant ces 6 mois, les pourparlers pourront en tout cas amener ces 3 États à rejoindre la communauté. Donc du coup, compte tenu du fait que la rupture n'est pas encore définitivement consommée au niveau de la CEDEAO, je ne vois pas quelles conséquences politiques peuvent surgir dès lors que la CEDEAO n'a pas définitivement clos la procédure de retrait de ces 3 États. Donc à ce niveau, on ne peut que toujours observer l'évolution de la situation et voir à terme quelles pourraient être les conséquences si la CEDEAO venait à entériner définitivement donc le retrait de ces 3 États. D'accord. En restant dans le carcan justement des 6 mois de transition proposés par la CEDEAO, quelles pourraient justement être les chances, quelles peuvent être les chances en fait en termes de médiation pour Bassirou Diomaye Faye ou encore pour le président togolais? Jusqu'où est-ce que la CEDEAO est prête à céder pour exiger, pour demander ce retour des pays qui l'ont dit est irréversible? Oui, je ne connais pas la feuille de route que la CEDEAO a donnée à ces 2 chefs d'État, Diomaye Faye et puis Faure. Mais je sais que Faure déjà a été impliqué dans plusieurs négociations, d'abord au Mali, où il a été un des grands acteurs, où la CEDEAO l'a envoyé pour des négociations, et aussi au niveau du Niger. Avec la crise qui a secoué le Niger suite à l'avènement du général Tchani au pouvoir et le soulèvement du peuple nigérien pour dire non à l'armée française. Là aussi, il a joué un rôle de médiateur, et cette fois-ci, on l'envoie encore avec Diomaye Faye pour jouer le même rôle. Du coup, ne connaissant pas la feuille de route, quel est le contenu des négociations, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces 2 chefs d'État vont tenter de convaincre les 3 chefs d'État de surseoir à les décisions de se retirer de la communauté et de rejoindre. Bien sûr, avec maintenant des propositions de réforme pour quand même une certaine harmonie au niveau, puisqu'il y en a qui les regardent comme des putschistes, des antidémocrates. Là, ça pose problème. Mais maintenant, moi, je trouve que la seule négociation possible dans ces conditions, dès lors que les États de l'AES
estiment que la décision est irréversible, la négociation pourrait se faire pour déterminer ici les rapports qui doivent exister entre l'AES en tant qu'entité et la CEDEAO en tant qu'entité aussi. Pour vous, peu importe les réformes qui sont proposées par la CEDEAO, même qui touchent même le fonctionnement, notamment ce caractère des chefs d'État, on a vu un peu les reproches qui étaient faits, on a un peu comme une collégialité entre chefs d'État et pas une institution qui devrait être au profit des différents peuples. Oui, mais malgré tout, vous estimez que... puisque les réformes n'engagent plus les États du Sahel, qui ne se sentent plus concernés par tout ce qui se passe au nom de la CEDEAO. Voilà. Donc ça n'engage que ceux qui sont toujours membres de cette communauté. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, compte tenu du caractère irréversible donc de la décision donc, des 3 États du Sahel de se mettre en retrait de la CEDEAO, je trouve que ce qui est possible, ce qui serait possible dans les négociations, c'est poser clairement la question de la coopération entre la US et la CEDEAO. Et là, en ce moment, je dirais que le dialogue peut être possible et même peut se prolonger, voilà, pour définir donc les modalités donc, pour une coopération harmonieuse entre les États du Sahel qui se retrouvent aussi dans une communauté d'États, une confédération, et aussi la CEDEAO qui elle aussi est une communauté d'États. Voilà. Quels seront donc les termes des échanges entre ces 2 entités régionales? Je pense qu'à ce niveau, en tout cas, le dialogue peut se faire, les négociations peuvent se faire. Mais quant à orienter la négociation dans le sens, c'est-à-dire de les convaincre de retourner à la CEDEAO, bon, je trouve que ce sera peine perdue. Pour vous, c'est un débat dépassé. Oui. Alors, quoi que l'on dise, à partir du 29 janvier, eh bien, la CEDEAO devrait passer de 15 pays membres à 12. Est-ce que finalement, la CEDEAO ne sera pas perdante de ce divorce-là quand on regarde? Oui, mais... Il regarde aussi aux potentialités des 3 pays en question. Oui, mais pas de 15 pays à 12, puisque la CEDEAO n'a pas encore définitivement acté. Voilà. Donc, c'est dire que la prorogation voudrait dire... C'est justement dans ce cadre-là que je posais la question. On dit que la CEDEAO acte à partir du 29 janvier. Et on parle de toutefois, il y a eu une prolongation qui va jusqu'en juillet prochain. Est-ce qu'à partir de cette date du 29 déjà, on ne pourrait pas parler de conséquences? C'était la question que j'avais posée. Parce qu'il y a 2 termes qui prêtent un peu à confusion. Mais ici, c'est un langage diplomatique. Ça veut dire... Voilà, dans la forme, c'est-à-dire il y a le respect des formes ici. Dans la forme, bon, tel que les principes sont établis, bon, on prend acte. Voilà, à partir du moment où ils ont décidé donc de quitter, c'était le 29 janvier. Et donc on prend acte, c'est-à-dire à partir du 29 janvier. Voilà. Mais prendre acte ne voudrait pas dire que la CEDEAO entérine définitivement la sortie. Voilà, la CEDEAO prend acte, c'est dire que désormais la CEDEAO accepte que les chefs d'État ont décidé de quitter. Mais la CEDEAO ici n'a pas entériné les retraits. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça elle prolonge ici le délai de retrait là, de 6 mois. Voilà. Donc durant ces 6 mois, la CEDEAO les considère toujours comme membres de la communauté. Mais c'est les États du Sahel ne se considèrent plus comme membres. Mais pour la CEDEAO, bon, on les considère comme membres jusqu'à épuisement de 6 mois où bon, on va tirer les conclusions et se rendre compte du caractère irréversible de leur position. Et en ce moment, la CEDEAO va tirer les conséquences et maintenant appliquer ici les règles et les principes que la situation impose. Maintenant, le retrait des 3 États du Sahel est une grosse perte pour la CEDEAO, ça c'est clair. Et si aujourd'hui la CEDEAO bat en retraite, voilà, et fait profil bas pour négocier la réintégration de ces 3 États, c'est parce qu'elle a estimé qu'elle perd beaucoup en laissant partir ces 3 États. Du point de vue même de la géographie, sur le plan géographique, je pense que les 3 États réunis font déjà combien de kilomètres carrés? Le Mali et le Niger sont déjà à au moins 1 million de kilomètres carrés. C'est le Burkina qui fait 274 000. Et donc, selon certaines estimations, si même on prend même la superficie même déjà de l'AES, apparemment ça dépasse même la superficie des autres États membres de la communauté, les 13 États. Si vraiment j'ai bien lu ce qui circulait en temps. Donc, du coup, sur le plan géographique, même, c'est une perte. Voilà, c'est une perte. Et aussi, sur le plan, aussi, comme on peut le dire, du point de vue même de l'image de la CEDEAO, c'est-à-dire la CEDEAO prend un coup.
Voilà, donc c'est dire ici, c'est une remise en cause radicale même de cette communauté, et ça va entamer son prestige, surtout qu'elle est indexée comme étant aujourd'hui un vil instrument de domination néocoloniale. Donc, du coup, ça fait que ce n'est pas à l'honneur de la CEDEAO, voilà, de voir donc réduire donc sa base communautaire dès lors que les 3 États du Sahel donc, vont se retirer. Voilà. Donc, du coup, ça devient une défaite politique. Une défaite politique parce qu'on a tous assisté à l'antagonisme qui a existé au sein de la communauté, où voilà, des gens n'ont pas hésité donc à monter au créneau des chefs d'État pour appeler ouvertement donc à la violence, c'est-à-dire à l'agression donc d'un État souverain comme le Niger. Voilà, et on a vu comment ils ont bandé le muscle, voilà, pour trouver que non, c'était irréversible, c'est inadmissible. Et au bout du compte, on se rend compte que la CEDEAO n'a pas pu venir à bout, en tout cas de ces 3 États qui s'étaient coalisés pour opposer une résistance armée en cas d'agression. Voilà. Donc aujourd'hui, si on fait le point, on dira quand même que c'est une victoire de l'AES sur la CEDEAO. Et quoi que l'on dise, le collège des chefs d'État de l'AES pense déjà à l'après-CEDEAO. On a vu cette déclaration qui a été lue justement par le ministre malien en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, une déclaration dans laquelle l'AES a décidé de garantir la libre circulation des biens et des personnes des pays ressortissants de la CEDEAO dans son espace. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais justement, l'AES n'est pas contre les principes de fonctionnement de la CEDEAO. Voilà, l'AES n'est pas contre l'esprit communautaire. Au contraire, l'AES est une entité panafricaniste. Voilà, et donc qui veut suivre donc les traces des pères fondateurs même du panafricanisme. Voilà, qui aujourd'hui ont prôné donc un panafricanisme d'État. Je pense à Kwame Nkrumah et autres. Voilà. Donc, du coup, compte tenu du fait que les principes ont été bafoués, sinon les principes ne posent pas de problème au niveau de la CEDEAO, mais c'est le bafouement des principes qui pose problème. Parce que les mêmes principes ont été bafoués, voilà, pour empiéter sur la souveraineté de certains États. Voilà. C'est ça qui pose problème. Donc, du coup, la libre circulation des personnes et des biens étant un des principes, c'est-à-dire auxquels donc les États du Sahel ont adhéré, ces États n'ont jamais remis en cause ce principe. Voilà. Donc je ne vois pas comment elles peuvent se retrouver en train donc de fermer la porte aux autres États membres de la communauté. Surtout qu'aujourd'hui, ces États donc ont pris donc un élan panafricaniste. Donc qui parle de panafricanisme parle de solidarité, donc d'esprit communautaire, voilà, donc de coopération. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une réciprocité de la part de la CEDEAO pour les ressortissants des pays membres de l'AES également, selon vous? Oui, la CEDEAO a intérêt à une réciprocité. Je voyais un journaliste là, je ne sais pas si c'est Serge Daniel, je ne sais pas si la vidéo est authentique, voilà, qui a été donc, qui s'exprimait, voilà, qui a été interviewé, qui s'exprimait et qui disait qu'à l'intérieur, il y a un chef d'État, voilà, qui s'est opposé carrément, dit non, et on ne peut pas bouter la CEDEAO et vouloir bénéficier des principes, de certains principes de la CEDEAO. J'ai suivi une vidéo comme ça, je ne sais pas si c'est authentique, voilà. Donc du coup, mais il s'exprimait pour dire que voilà, il y a un chef d'État qui dit non, la réciprocité ne se fera pas. Voilà. Donc si j'ai bien compris ce qu'il a dit, voilà, à moins que je n'ai pas bien compris. Mais en termes d'analyse, avec déjà cette option qui a été prise par les pays de l'AES, est-ce que la réciprocité peut se faire également? Oui, mais maintenant déjà, on a vu donc un ministre ivoirien, voilà, la Côte d'Ivoire déjà, s'est prononcée sur cette question, dire qu'elle maintiendra sa coopération avec les États du Sahel, n'est-ce pas? Maintenir sa coopération voudrait dire quoi? C'est dire que c'est effectivement faire respecter la libre circulation des personnes et des biens. Voilà. Surtout qu'il y a des échanges économiques quand même que je trouve assez intéressants entre notamment le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc dire qu'on maintient la coopération suppose qu'on garantit en même temps la libre circulation des personnes et des biens. Sans quoi, comment le commerce pourra se faire? Voilà, comment les échanges commerciaux vont se faire s'il y a donc des barrières, des restrictions à la libre circulation des personnes et des biens. Donc moi je trouve que
la CEDEAO a intérêt à appliquer donc la réciprocité. Voilà, a intérêt à appliquer la réciprocité. Donc je ne vois pas comment la CEDEAO peut décider donc de fermer ses frontières, voilà, ces États, et surtout encore elle peut exiger des visas. Oui, non, et surtout encore qu'il y a des États membres de la CEDEAO qui sont en même temps membres de l'UEMOA, qui garantit la libre circulation des personnes et des biens. Justement, vous avez abordé un peu ma toute dernière question. Qu'en est-il de l'implication économique, puisqu'on sait que les pays de l'AES jusqu'à présent n'ont pas quitté l'espace communautaire UEMOA. Oui, puisque l'UEMOA c'est une union communautaire, une union économique et monétaire, régie ici par des principes tels que comme la libre circulation des personnes et des biens. Et donc les pays membres de cet espace économique aussi ne peuvent pas s'opposer à la libre circulation des personnes et des biens dans la mesure où elles-mêmes sont membres de cette union. Voilà. Donc à ce niveau, et je pense que ça ne doit pas poser problème. Maintenant, pour certains États membres de la CEDEAO qui ne font pas partie de l'UEMOA, voilà, je ne sais pas quelle sera leur attitude, mais je trouve que ces États gagneraient mieux. C'est-à-dire que voilà, à signer donc des accords bilatéraux avec les États de l'IAES pour permettre donc la fluidité des échanges commerciaux dans l'esprit donc de gagnant-gagnant. Alors merci bien à vous, Dr Lolo Pépin-Yen, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue et chercheur au niveau du CNRSC. Grandement merci à vous. Merci Serge. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme ce deuxième numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu vous lendemain pour un autre numéro, et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info. Enracinés dans notre culture, nous magnifions aujourd'hui notre riche héritage multiséculaire. Nous marchons fièrement sur le chemin tracé par nos prédécesseurs, inspirés de nos valeurs ancestrales de solidarité, de courage et d'éthique. Aujourd'hui, nous élevons ces racines profondes vers le ciel de l'avenir. Nous sommes la banque qui vous ressemble et qui nous rassemble, prêts à embrasser l'innovation, tout en préservant les valeurs qui ont façonné notre parcours. Nous partageons vos aspirations, vos rêves et vos préoccupations. Parce que vous êtes engagés à être encore plus grand, vous avez besoin d'un partenaire de confiance. Banque Postale du Burkina Faso, la banque plus proche de vous.